Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir ce qu'on peut apprendre d'un investisseur qui bat le marché depuis 30 ans, depuis 1993, avec une performance de 15% par an, et ce qui est largement supérieur à son indice de référence, qui a fait 9,5% par an à peu près. Et on va voir selon lui pourquoi est-ce que les prédictions et les informations économiques sont complètement inutiles. On va voir quelle est sa méthode d'investissement, on va voir quel est le problème selon lui avec l'intelligence artificielle, et aussi le problème selon lui avec les Magnificent Seven, c'est-à-dire Nvidia, Microsoft, Apple, Google, Meta, Amazon et Tesla. Donc le fonds en question, c'est Giverny Capital de François Rochon, donc un Québécois. Et là, j'ai pris sa lettre annuelle aux partenaires, donc aux personnes qui ont investi dans son fonds, de fin 2023. Donc c'est sorti il y a 8 mois maintenant, 8-9 mois. Et c'est donc les 30 ans du fonds. Donc j'ai surligné quelques parties qui étaient intéressantes, on va regarder ça. Donc déjà depuis le début de la gestion du portefeuille, donc depuis 1er juillet 93, donc maintenant plus de 30 ans, performance de 14,8% par an contre 9,3% pour l'indice, donc c'est une grosse surperformance. Et l'indice qu'il utilise comme référence, pour lui c'est un mélange du S&P 500, du Toronto Stock Exchange, du Russell 2000, etc. Et il ajuste la proportion de chacun en fonction de ce qu'il a dans son portefeuille. Donc par exemple, s'il avait 50% d'actions du Toronto Stock Exchange, dans son indice de référence, il prendrait 50% du Toronto Stock Exchange. Et donc il y a une surperformance de 5,5% par an par rapport au marché. Et son objectif, c'est de maintenir un excédent de performance de 5% à long terme. Et pour mieux se rendre compte de ce que ça donne, puisque les performances annuelles, c'est pas le plus parlant, en gros, en ayant investi dans son indice de référence, on aurait notre mise multipliée par 15, mais en investissant dans son fonds à lui, on aurait une autre mise multipliée par 68. Donc ça montre la différence que ça peut faire de réussir à surperformer, puisque quelqu'un qui aurait investi 100 000 euros dans l'indice, ça aurait fait 1,5 million, mais avec lui, ça aurait fait 6,8 millions. Donc une sacrée différence. Ensuite, un petit peu plus loin, il fait un bilan de l'année 2023. Et dedans, il dit que dès les premiers jours de sa carrière d'investisseur, il avait décidé de ne pas tenter de prédire la bourse et ou l'économie, en étant en tout temps quasiment 100% investi. Dans le monde des prédictions boursières, l'agnosticisme est source de plus de création de richesse que le dogmatisme. Et ça, le fait de ne pas essayer de prévoir les mouvements du marché à court-moyen terme, et le fait d'ignorer complètement l'économie quand on investit en bourse, c'est quelque chose qui revient systématiquement dans toutes mes lectures sur le sujet. Donc je pense que c'est bien de se le mettre comme règle fixe. Comme moi, c'est quelque chose que j'ai fixé dans ma méthode d'investissement, c'est d'ignorer complètement l'économie et de surtout rester focalisé sur les entreprises en elles-mêmes et leurs résultats. Ensuite, ici, il nous fait un rappel des 3 principes de base de l'investissement de Benjamin Graham, qui était donc l'auteur de L'investisseur intelligent et mentor de Warren Buffett. Donc ces principes, c'est: il faut considérer l'achat d'actions comme l'acte de devenir propriétaire d'entreprise. L'investisseur est d'autant intelligent, selon la vision de Graham, qu'il se comporte comme un homme d'affaires et non comme un spéculateur. Deuxième principe, la bourse est-elle une entité maniaco-dépressive? Il faut donc savoir demeurer imperméable aux fluctuations boursières des actions et se concentrer sur ce qui arrive à la compagnie. En d'autres mots, il faut savoir focaliser sur la valeur intrinsèque plutôt que sur la cote boursière. Donc ça, c'est la différence entre le prix et la valeur. La valeur, c'est ce que l'entreprise vaut vraiment, donc par rapport au cash qu'elle génère, à ses résultats. Et le prix, c'est l'avis des investisseurs sur cette valeur. Et donc si la majorité des investisseurs sont dans une phase dépressive, ils vont avoir tendance à sous-évaluer, donc à mettre un prix trop bas pour une entreprise qui a une certaine valeur. Et donc dans ces cas-là, l'entreprise elle est sous-évaluée et c'est là que ça devient intéressant. Donc nous, on ne doit pas être affecté émotionnellement par la volatilité, par la fluctuation des cours. Ensuite, troisième principe, il faut se laisser une marge de sécurité dans notre processus d'évaluation d'entreprise. De la même façon qu'un ingénieur qui doit bâtir un pont pouvant soutenir 500 tonnes de matériel roulant ferait ses calculs pour 750 tonnes. Et donc ce principe, il rappelle l'importance de la valorisation et de ne pas acheter un actif à n'importe quel prix, et donc de prendre une marge de sécurité, et c'est-à-dire faire des hypothèses plutôt pessimistes dans sa valorisation. Alors ici, oui, il nous montre le graphique, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si on avait mis 100 000 dollars avec lui, avec l'indice c'était 1,5 million, avec lui c'est 6,8 millions. Et il dit qu'en voyant ce graphique, on peut avoir l'impression que ça a été un parcours tranquille, avec globalement toujours en hausse. Mais il nous dit bien que là, c'est parce que le graphique il est sur une base annuelle, en fait chaque point c'est une année, mais que si on faisait ce graphique avec un niveau de détail plus important, donc par exemple à la semaine, alors à ce moment-là on verrait un parcours beaucoup plus chaotique avec parfois des énormes fluctuations du marché. Et pendant ces 30 ans, la bourse a baissé de 50% à 2 reprises. Donc imaginez l'impact émotionnel si là le S&P 500, au moment où je fais cette vidéo, il doit être vers les 5500, ça veut dire qu'il passe à 2750. Donc je pense qu'il y en a un paquet qui panique dans une situation comme ça.
Et la bourse a baissé de plus de 20% à 7 reprises pendant ces 30 ans. Donc il faut réussir à rester stoïque face à la volatilité du marché. Ensuite, la leçon qui demeure reine de toutes les leçons est celle-ci. La meilleure philosophie de sélection de titres boursiers est futile si on tente de prévoir le marché boursier. La pire erreur des investisseurs en bourse est de tenter de prévoir à court terme, quelques années ou moins, la direction des marchés. Notre mission à Giverny Capital est d'être propriétaire à long terme d'une vingtaine d'entreprises supérieures à la moyenne et de demeurer imperturbable vis-à-vis des vicissitudes de l'économie, de la géopolitique et des marchés financiers. Donc ça c'est super important parce que ça m'arrive assez souvent de voir dans mes commentaires des personnes qui s'inquiètent de la situation économique, qui s'inquiètent de la situation géopolitique, etc. Et qui malheureusement, je pense, prennent des décisions d'investissement par rapport à ça. Et ça fait partie des plus grosses erreurs qu'on puisse faire. Et il nous donne un super exemple de ça avec l'exemple de McDonald's. Donc un film fascinant sur les débuts d'une grande entreprise est The Founder, sur l'histoire de Ray Kroc et des frères McDonald. On y découvre entre autres comment Harrison Bourne eut l'idée de génie de transformer le modèle d'affaires de McDonald's en y greffant une composante immobilière. Sonborn aida ainsi Ray Kroc à mettre en place une des plus spectaculaires histoires de croissance de l'histoire du capitalisme. Monsieur Sonborn devint en 1959 le premier président de McDonald's. Malheureusement, en 1967, les deux hommes eurent un différend et Sonborn quitta la compagnie. Ray Kroc croyait que McDonald's devait poursuivre son agressive expansion alors que Sonborn prônait la prudence puisqu'il croyait que les États-Unis tomberaient en récession l'année suivante et que la compagnie devrait mettre ses plans de croissance en pause. Et durant les 5 années qui ont suivi, les ventes de McDonald's ont cru de 51 millions de dollars en 1967 à 385 millions de dollars en 1972, et les bénéfices par action ont grimpé de 20 centimes à 95 centimes, et en 1977, les ventes annuelles de McDonald's avaient atteint 1,4 milliard de dollars, et les bénéfices par action étaient 17 fois plus élevés qu'en 67. Donc essayer de prévoir des récessions ou ce genre de trucs, il vaut mieux complètement oublier. Ensuite, perspective 2024. Comme toujours, nous demeurons agnostiques quant aux perspectives économiques et boursières pour l'année à venir. Nos compagnies continuent de bien naviguer à travers les eaux agitées de l'économie mondiale malgré les nombreuses sources d'inquiétude qui perturbent le sommeil de nombreux investisseurs. Fort probablement, l'année en cours verra son lot d'incertitudes, de données économiques décevantes et de craintes géopolitiques ou politiques tout court. Et en ce moment, on voit bien que niveau risque politique, il y a les élections américaines qui arrivent. Et niveau données économiques décevantes, ça on a beaucoup ça cette année. J'arrête pas d'entendre parler des chiffres de l'emploi américain, l'inflation, la consommation, tout ça. Et en plus sur des contenus qui parlent d'investissement en bourse, alors que ça sert absolument à rien, c'est juste du bruit, tu peux rien en faire, et la seule conséquence à la limite, c'est que ça te fasse prendre des mauvaises décisions. Donc c'est pour ça que je parle jamais de ces sujets-là sur ma chaîne, c'est parce que pour bien investir, pour faire des bons investissements, ça a strictement aucun intérêt, aucune pertinence, c'est juste de perte de temps. Donc voilà, ensuite... La saveur du jour, ça c'est intéressant. Habituellement, il ne faut pas chercher loin pour trouver ce qui peut s'avérer être la saveur du jour en bourse. Souvent, c'est un segment des marchés qui a bien fait récemment et qui aussi comporte, à défaut d'une meilleure formulation, une bonne histoire. Voilà quelques années déjà que l'intelligence artificielle prend son envol. Il en fut question plus que jamais en 2023, que ce soit au niveau des engins d'IA générative, Gemini de Google et ChatGPT d'OpenAI, qu'au niveau des puissants serveurs et multiprocesseurs nécessaires pour utiliser l'IA. Bien entendu, qui dit popularité boursière dit haute évaluation, souvent un titre avec un haut PER escompte bien des années de croissance future. On peut avoir raison sur le succès d'une entreprise sans nécessairement réaliser de bons rendements lorsqu'on a manqué de prudence sur le prix payé. Plus précisément, il faut réaliser que les compagnies d'équipement pour serveurs IA bénéficient d'une explosion des dépenses en investissement de la part de compagnies comme Facebook, Microsoft, Amazon et Google. Ces dépenses ne seront pas nécessairement de nature toujours récurrente dans le futur. Ainsi, de capitaliser les profits actuels de tels équipementiers bien des années dans le futur pourrait s'avérer une présomption optimiste. Donc ça, évidemment, en ce moment, ça concerne principalement le secteur des semi-conducteurs et plus principalement Nvidia. Et ça revient à ce que je vous disais dans mes vidéos sur le sujet, c'est-à-dire trop de hype ou une bonne histoire, comme il dit, et des valorisations trop élevées qui impliquent que les résultats de ces entreprises vont continuer à croître super vite en partant en plus des résultats exceptionnels qu'elles viennent d'avoir. Et donc, comme il dit, c'est des présomptions optimistes. Donc je partage ton avis là-dessus, et il nous rappelle aussi qu'un bon investissement, c'est pas juste un bon actif ou une bonne entreprise, c'est un bon actif à un bon prix, puisqu'on peut avoir raison sur le succès d'une entreprise sans nécessairement réaliser de bons rendements lorsqu'on a manqué de prudence sur le prix payé. Ensuite, sur le sujet des Magnificent Seven, je veux revenir sur les titres du S&P 500 qu'on a surnommés les 7 magnifiques. Comme l'indique le tableau qui suit, ils forment en ce moment environ 29% du poids du S&P 500,
et donc les 493 autres titres comptent pour 71%. Leur court bénéfice moyen est de 40 fois et de 33 fois si on exclut du calcul Tesla, qui a un PER élevé. Ce ratio de 33 fois est environ 2 fois le PER moyen de tous les autres titres du S&P 500. Ici, on a la répartition des 7 magnifiques au 29 février 2024. Donc Microsoft qui représentait 7,2% du S&P, Apple 6,2%, Nvidia 4,6%, Amazon 3,8%, Alphabet 3,7%, Meta 2,5% et Tesla 1,3%. Et il continue en disant « Vous noterez que nous possédons seulement 2 de ces 7 titres, Alphabet et Meta, et que ce sont aussi les 2 titres avec la plus faible évaluation boursière, 20 fois et 25 fois respectivement les bénéfices. » Une telle polarisation du S&P 500 dans quelques titres n'est pas la norme, mais elle s'est déjà produite par le passé. Souvent, elle crée aussi un engouement dans l'achat de fonds indiciels calqués sur le S&P 500. Ce que je qualifierais de valse indicielle peut se résumer ainsi. Quelques titres de très grande capitalisation font très bien et propulsent le S&P 500 vers de forts rendements. Les gestionnaires qui ne possèdent pas ces titres ou les sous-pondèrent ont une performance inférieure aux indices et nombre de leurs clients quittent le bateau pour investir dans des fonds indiciels. Des gestionnaires motivés de ne pas perdre leur poste lancent la serviette et achètent en nombre de plus en plus nombreux les grands titres de l'indice pour freiner leur sous-performance. Et ces achats propulsent à nouveau les titres à de nouveaux plus hauts, ce qui accentue la sous-performance des autres gestionnaires différents des indices. Et ainsi de suite. Comment cette valse peut-elle s'arrêter? De la même façon que la loi gravitationnelle gouverne la matière dans notre univers, la loi de la valeur intrinsèque finit toujours par l'emporter en bourse et ramène éventuellement sur Terre tout titre se transigeant au-dessus de sa valeur sous-jacente. La différence avec la gravité est que cela ne se fait pas instantanément. Pour utiliser un jargon scientifique, la variable temps ne fait pas partie de l'équation. Retournons un peu en arrière pour avoir plus de perspectives historiques. Voici le top 10 du S&P 500 en 73 et en 2000. Donc en 73, on a IBM, AT&T, Exxon, Kodak, General Motors, Sears, Xerox, General Electric, 3M et Texaco. Et en 2000, on a General Electric qui est encore là, mais après on a Intel, Cisco, Microsoft, Pfizer, ExxonMobil, Walmart, Oracle, AT&T qu'on retrouve aussi et Nortel Networks. On peut réaliser à l'analyse de ce tableau que peu de compagnies dominantes dans le passé le demeurent sur une très longue période. Des 10 plus grandes capitalisations de 1973, seules 2 l'étaient encore en 2000 et aucune ne sont dans la liste du top 10 de 2023. Quant à la liste du top 10 de 2000, une seule compagnie est encore dans la liste aujourd'hui, c'est-à-dire Microsoft. Et à la fin des années 90 et au début de l'année 2000, on voyait exactement le même phénomène qu'aujourd'hui. Donc le S&P 500 avait fait mieux que la grande majorité des gestionnaires propulsés par son top 10. Et qu'est-il arrivé ensuite? Donc période de 2000 à 2023, donc pendant ces 24 années-là, le top 10 du S&P 500, donc qu'on a vu juste au-dessus, a fait une performance annuelle de 5%. Le S&P 500 dans son ensemble a fait 7%, et le portefeuille de François Rochon a fait 11,4%. Donc dans les 24 années qui ont suivi, le S&P 500 a eu un rendement moindre que sa moyenne historique avec un rendement annuel d'environ 7%. Les titres composant le top 10 du S&P 500 en 2000 ont généré un rendement encore plus bas, environ 5% annualisé. Et le portefeuille Rochon Global a réalisé un rendement de plus de 11% annuel durant cette période. Ainsi, même si on investit à un moment où les actions sont chères, comme début 2000, juste avant la correction boursière de 2000-2002, on peut obtenir des rendements très acceptables si on conserve un horizon long terme. On peut aussi conclure que si on achète ce qui est cher et populaire, on peut se retrouver avec des rendements décevants, même si on pensait adopter une approche passive. Loin de moi l'idée de vouloir médire sur la gestion indicielle, le concept est sensé. Le problème se situe au niveau de la nature humaine des investisseurs. C'est plus fort que beaucoup d'entre eux, ils vont acheter ce qui a marché à court terme, souvent au plus mauvais moment, c'est-à-dire après une forte hausse. Puis ils vont lancer la serviette aussi au plus mauvais moment, c'est-à-dire après une forte baisse. Notre philosophie d'investissement de soigneusement sélectionner des entreprises de grande qualité acquises à prix raisonnable et de les conserver en moyenne de nombreuses années nous a grandement récompensé à ce jour, et en plus, elle fait bien du sens. Donc voilà, il faut faire attention à ne pas suivre la foule et toujours faire attention au niveau de valorisation de ce qu'on achète. Et d'ailleurs, cette section elle me fait penser aussi que dans une période comme aujourd'hui, où le S&P 500 est à 29 fois les bénéfices, je suis content d'être un stock picker et je serais moins confiant d'être un investisseur dans les indices aujourd'hui, parce qu'avec un niveau de valorisation du marché aussi élevé, mais porté par un petit groupe d'entreprises, je trouve ça avantageux de choisir ses propres entreprises qui pèsent peut-être moins dans l'indice et qui sont moins chères, ou au moins de pouvoir sélectionner lesquelles on veut parmi les plus grosses capitalisations boursières. Par exemple, comme il dit, lui, il a Alphabet et Meta qui sont plus correctement valorisés que des boîtes comme Microsoft, Apple ou Nvidia. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, le marché il est plus à l'avantage des stock pickers. Et ensuite, pour terminer, il nous fait un petit résumé de sa philosophie d'investissement. Donc, à très long terme, les actions représentent la meilleure classe d'investissement, donc mieux que l'immobilier, mieux que l'or, mieux que les matières premières, mieux que tout ce que vous voulez.
Il est futile de prédire quand sera le meilleur temps pour entrer ou sortir en bourse. Donc on oublie les prévisions économiques, géopolitiques, etc. Le rendement d'une action sur une longue période fait écho à l'accroissement de la valeur intrinsèque de la compagnie sous-jacente. Donc plus concrètement, ça veut dire qu'à long terme, le cours de bourse, il va ressembler à l'évolution du free cash flow généré par l'entreprise. Quatrième point de sa philosophie, nous choisissons des entreprises possédant un haut niveau de rentabilité, de bonnes perspectives de croissance à long terme et des dirigeants honnêtes, compétents et dédiés au bien des actionnaires. Nous évitons les compagnies risquées, c'est-à-dire non rentables, trop endettées, cycliques et ou dirigées par des êtres motivés par l'ego, au lieu d'un authentique sentiment d'intendance. Une fois qu'une entreprise est sélectionnée pour ses qualités exceptionnelles, une évaluation réaliste de la valeur intrinsèque de la compagnie doit être approximativement effectuée. Et le approximativement, il est important parce qu'une erreur assez classique en faisant la valorisation, c'est d'essayer d'être super précis, d'avoir un prix au dollar près, alors que ça ne sert pas à grand-chose. Il y a une anecdote de Benjamin Graham à l'époque où on lui demandait pour lui combien valait une certaine entreprise. Et lui, il répondait que ça valait entre 40 et 60 dollars. Et la personne lui avait répondu que c'était pas du tout précis. Mais Benjamin Graham lui a répondu que ouais, c'est peut-être pas précis, mais si le prix de l'action il est à 30 ou s'il est à 70, bah dans ce cas-là, c'est une information qui est utile. Et donc c'est comme ça qu'il faut voir la valorisation, c'est d'avoir une idée approximative de sa valeur, plutôt que de chercher à avoir un prix au dollar près. Avant-dernier point de sa philosophie, le marché boursier est dominé par des participants qui perçoivent les actions comme des jetons dans un gigantesque casino mondial. Cette attitude généralisée crée des opportunités d'acquérir nos compagnies ciblées souvent bien en deçà de leur valeur. Donc ça va totalement à l'encontre de l'hypothèse des marchés efficients. Donc vous avez des personnes qui vont vous dire que le marché est totalement rationnel, puisque tous les intervenants sont parfaitement rationnels, alors que les faits montrent clairement le contraire, et que tous les meilleurs investisseurs considèrent que c'est justement le contraire. Et il n'y a pas besoin d'avoir investi pendant très longtemps pour réaliser que cette irrationalité elle est permanente. Et dernier point de sa philosophie, il peut se passer de longues périodes de temps entre le moment où l'on achète un titre et le moment où le marché boursier reconnaît sa juste valeur. Mais lorsqu'on a raison sur l'entreprise, on finit toujours par avoir raison sur l'action sous-jacente. Donc quand on achète une action, cette action elle va parfois mettre 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans à donner les résultats voulus. Mais au final, le cours de l'action finit toujours par refléter l'évolution des free cash flow d'entreprise. Et sa petite conclusion sur sa philosophie, l'expérience et le bon sens nous enseignent qu'une philosophie de placement basée sur l'acquisition de parts de quelques entreprises sous-évaluées, conservées pendant plusieurs années, ne génère pas des rendements linéaires. Ainsi, certaines années, notre portefeuille aura un rendement inférieur à la moyenne. C'est une certitude qu'il faut accepter. Donc un portefeuille qui performe bien à long terme, c'est pas forcément un portefeuille qui performe bien chaque année. Et autre point important, la grande volatilité des bourses est perçue par la plupart des investisseurs comme un élément négatif. C'est pourtant le contraire. Quand on réussit à voir les cotes boursières comme ce que les autres croient que la compagnie vaut et non la valeur réelle, à tout le moins à court terme, les fluctuations deviennent nos alliés dans notre noble quête de richesse. Au lieu de les craindre, nous pouvons en profiter pour acquérir nos superbes entreprises à prix attrayant. Plus les marchés, c'est-à-dire les autres participants, seront irrationnels, plus grandes seront nos chances d'atteindre nos objectifs ambitieux de rendement. Benjamin Graham aimait dire que l'irrationalité de la bourse est un avantage extraordinaire pour les investisseurs intelligents. Par contre, celui qui est affecté par les fluctuations des marchés des valeurs à court terme, c'est-à-dire moins de 5 ans, et qui prend des décisions en se basant sur ces dernières, transforme cet avantage inhérent en désavantage. Sa propre perception de la nature des cotes boursières devient alors son pire ennemi. L'approche de Giverny Capital est donc de juger la qualité d'un placement sur une longue période de temps. Ainsi, la patience, la nôtre et celle de nos partenaires, devient la pierre angulaire de la réussite. Donc c'était les points intéressants que j'avais relevés de la lettre aux partenaires de François Rochon. Et pour terminer, je rappelle que si vous voulez analyser vos actions avec Graham, rejoindre la communauté privée, et pour avoir les portefeuilles de super investisseurs comme François Rochon, vous avez le lien dans la description. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo. A plus!